Le test du qui 2 va nous permettre de prendre des décisions et de répondre à certains problèmes. Alors le problème qui va être posé, ça va être pratiquement toujours le même, c'est-à-dire qu'à partir des effectifs, attention, on travaille pour le test du qui 2 sur les effectifs et pas sur les fréquences, donc faites attention, hein, pas les fréquences ou les probabilités. On veut déterminer si le modèle théorique qu'on a choisi pour expliquer la situation et les valeurs réelles observées sont en adéquation. En fait, on veut savoir juste si le modèle théorique est valide ou pas. Alors, pour ça, on dispose donc de deux tableaux que l'on veut confronter pour savoir ce que ça peut donner. On a le tableau des valeurs théoriques que l'on a calculé grâce à la théorie, grâce au schéma que l'on a choisi. Donc les valeurs, on va les appeler EI, donc ici E, pourquoi? Pour expected en anglais. Et on a le tableau de valeurs réelles que l'on va observer sur l'échantillon avec lequel on travaille, sur un échantillon donné. Il faut bien comprendre qu'il y a toujours un écart entre les valeurs théoriques et les valeurs observées. C'est normal, mais en fait l'écart ne peut être dû qu'à la fluctuation d'échantillonnage. On sait qu'un d'un échantillon à un autre, on ne va pas obtenir exactement les mêmes résultats. Si on fait par exemple, on prend un dé, on le lance 100 fois, on va obtenir un certain nombre de résultats. Si on le relance une deuxième série de 100, on va obtenir d'autres résultats. Pourtant, c'est toujours le même dé. Donc ça s'appelle la fluctuation d'échantillonnage. En fait, le problème est de savoir si les écarts que l'on constate, est-ce qu'ils vont être dus seulement à la fluctuation d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont raisonnables, on va dire, ou est-ce qu'ils sont plus importants. Alors, ici, on a donc les valeurs observées qu'on note donc au indice I. Là, bien sûr, si je reviens au nombre de degrés de liberté, comme on avait vu dans la vidéo précédente, étant donné, on suppose qu'on connaît le total quand on a nos valeurs théoriques, donc en fait, on a K-1 degré de liberté, puisque la dernière valeur peut être calculée à partir du total et des autres. Alors maintenant, on va considérer une variable aléatoire D qui va être un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur observée moins la valeur attendue, c'est-à-dire la valeur calculée, divisé par la valeur au carré, pardon, divisé par la valeur calculée. Et on va donc les ajouter, tout ça. Donc pour chaque échantillon, on pourrait faire ça, et on obtiendrait donc tout un tas de valeurs pour cette variable aléatoire D. Et bien ici, on admet que cette variable aléatoire D, là ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre globalement une loi du qui 2 à K-1 degré de liberté. Alors regardez ce que ça signifie. Vous voyez, j'ai repris ici un exemple pour 5 degrés de liberté. J'ai donc la courbe de densité de la fonction de densité de la loi du qui 2 pour 5 degrés de liberté. Et ici, et vous voyez, on est placé, on a donc les probabilités qui sont l'air sur la courbe. Et là, on a marqué à 5%, c'est-à-dire qu'on a représenté ici là, en rouge, ça représente 5%. On est bien d'accord que si je prends tout ce qui est vert et tout ce qui est rouge, ça me fait 100%, c'est-à-dire la totalité de la courbe. On avait dit que la probabilité valait 1. Donc ici, j'ai 5% en rouge, donc je vais avoir 95% en vert. Et on voit qu'il se passe quelque chose à 11 ici. Donc on est pour 5 degrés de liberté. Et donc ça signifie que quand on a 5 degrés de liberté, eh bien on va avoir 95% des échantillons qui doivent avoir une valeur inférieure, une valeur de D inférieure à 11. Voilà, et seulement 5% d'échantillons qui vont avoir une valeur supérieure, qui vont avoir une valeur de D supérieure à 11. Attention, c'est bien entendu des probabilités, autrement dit, et ça nous fait cette chose-là que j'avais écrite, que vous avez dû lire en même temps. Alors, à partir de cette observation, on va pouvoir établir le test du qui 2. Alors, le test du qui 2, le principe, il n'est pas très compliqué. C'est un petit peu comme pour tous les tests de prise de décision. Alors, on peut le faire avec la loi du qui 2, mais on peut le faire également avec d'autres lois. Tout dépend de la situation dans laquelle on est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose une hypothèse de départ H0. Alors, H0, on vous appellera aussi, vous rencontrez souvent le terme d'hypothèse nulle. Là, tout le temps, en fait, ce qu'on prend tout le temps comme hypothèse H0, c'est que le modèle théorique, il est valide. C'est-à-dire qu'on veut toujours vérifier si ce modèle, il marche ou pas. Et donc, on suppose qu'il marche, en fait. Voilà, c'est notre hypothèse de départ. Voilà. Et sous cette hypothèse-là, alors après, on va poursuivre le test. Pour tous les tests,
on se fixe un risque d'erreur. On ne peut pas affirmer quelque chose, on est toujours dans le domaine des probabilités, et on n'a qu'une probabilité, on n'a jamais quelque chose qui est sûr à 100%. Donc après, en fonction de ce qu'on veut, on va fixer le risque d'erreur qui sera raisonnable en fonction de ce qu'on veut obtenir. Est-ce qu'on veut quelque chose d'extrêmement précis ou pas? Donc on fixe le risque d'erreur, on l'appelle alpha, ce risque d'erreur, et c'est l'erreur en fait de rejeter à tort l'hypothèse H0 qu'on a fait au départ, c'est-à-dire de rejeter le modèle théorique, alors qu'il est vrai. Ce risque d'erreur là, on ne sait jamais pourquoi, mais c'est plus par habitude que par une réelle véracité scientifique, on va dire, qu'il est souvent fixé à 5%, mais bien entendu, on peut le fixer au seuil que l'on veut. Ensuite, on calcule la valeur de la variable aléatoire, hein, qui fait le carré de la différence entre la valeur observée et la valeur calculée, et on divise par la valeur calculée ici. Donc, on détermine, bien entendu, puisqu'on est avec une loi de Qui 2, on détermine le nombre de degrés de liberté, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et on va lire dans la table du Qui 2 la valeur correspondante. Ici, voilà un extrait de la table du Qui 2. Vous voyez que vous avez différents seuils. Alors ici, on est au seuil de 5%, donc on est à 0,05. Ceux qui sont souvent utilisés, c'est au seuil de 1%, donc 0,99, il est là, ou au seuil de 10%, 0,9. Enfin, voilà un extrait, parce que bien entendu, la table du Qui 2 est beaucoup plus longue que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit dans la table du Qui 2 la valeur correspondante. Donc, nous, ici, on est à 0,05 le plus souvent. Et on va regarder en fonction du degré de liberté. Ici, on a alpha, en fonction du degré de liberté. Donc, ça va de 1 à 9, bien entendu, on peut continuer. Je vous rappelle que si on continue trop loin, après, on bascule sur une loi normale. Donc, ça n'a plus tellement d'intérêt. Et on aurait d'autres outils pour faire ça. Et on regarde un petit peu ce qui va nous convenir en fonction du degré de liberté. Et après, on va comparer la valeur de nous, ce qu'on a trouvé sur notre échantillon, c'est-à-dire D qu'on a calculé, la valeur de D qu'on a calculé précédemment ici, à cette étape-là. Et si la valeur de D est supérieure à la valeur que l'on lit dans le test du Qui 2, c'est-à-dire que la valeur que l'on va lire dans la table, c'est la valeur qui est ici, d'accord, sur l'axe des abscisses. Donc, si la valeur qu'on a calculée est plus grande, eh bien, ça veut dire qu'on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est dans les 5% d'erreur, c'est-à-dire qu'on est obligé de rejeter la valeur. Et si elle est inférieure, alors on est dans les 95%, et donc c'est bon, ça marche, on peut accepter notre hypothèse H0. Donc c'est exactement ça. Si c'est supérieur, là je pourrais mettre inférieur ou égal. On rejette l'hypothèse si c'est supérieur au risque alpha, ou alors on l'accepte. Voilà pour le principe. Alors on va voir deux exemples pour voir l'application ici et voir un petit peu ce que ça donne. On commence par un exemple mathématique où je vous ai parlé d'un dé. Eh bien on va prendre un dé qu'on va lancer 600 fois, un dé cubique. On obtient donc ces résultats-là et on veut savoir si le dé est parfaitement équilibré ou pas. Alors, on fait donc notre hypothèse H0 de dire que le dé est équilibré. On est bien d'accord que si le dé est équilibré, ça veut dire que chacune des faces a la même chance de sortir, c'est-à-dire que la probabilité est de 1/6. Et donc, sur 600 lancés, on va bien entendu avoir 100 fois la face 1, 100 fois la face 2, 100 fois la face 3, etc. pour chacune des faces. Donc ici, l'effectif théorique est de 100 pour chaque face. On va fixer le risque d'erreur, on va rester à 5%, mais bien entendu, vous pourriez prendre autre chose. Et on calcule la valeur de D. Alors, comme c'est un peu long, je l'ai calculé. Donc, je prends tous les écarts, je prends le carré et je divise par la valeur théorique. Donc, 100 à chaque fois. Et j'obtiens donc 12,92. Je suis donc avec 5 degrés de liberté. Pourquoi je suis avec 5 degrés de liberté? Parce que j'ai 6 valeurs. Mais comme je connais le total, comme je sais qu'on l'a lancé 600 fois, alors il y a une liaison ici. Et donc j'ai K-1, c'est-à-dire 5 degrés de liberté. Donc je suis à 5 degrés de liberté. Donc je suis ici à 5 degrés de liberté. Je suis à 0,05 ici. Et la valeur, c'est donc 11,07. Donc ici, 11,07 pour la valeur du Qui 2, donc pour 5 degrés de liberté et un risque de 5%. Et bien entendu, comme j'ai trouvé 12,92, eh bien la valeur de D est supérieure
à la valeur que j'ai lue dans la table. Donc je vais rejeter l'hypothèse au risque de 5%. Et je vais dire que les écarts que l'on constate ici par rapport au 100 que j'aurais dû obtenir, eh bien, ils ne sont pas dus à une simple fluctuation d'échantillonnage, mais il y a bien certainement que le dé n'est pas équilibré et donc qu'il est truqué. Voilà la première application. Une autre application en SVT, puisqu'on est, ce complément est fait pour ça, on va donc chercher à savoir, à partir du génotype, si la population des loups du parc de Yellowstone est soumise à l'une des forces évolutives. Alors, ici, ça veut dire qu'on va vérifier la validité du modèle d'Hardy-Weinberg qui donne un équilibre en fait à l'aide, bon, on va le vérifier à l'aide de ce tableau, du tableau suivant. Alors, une fois passé partout, on a calculé le nombre de loups que l'on devait avoir. On a une population de 765 loups et on a calculé avec le modèle de Hardy-Weinberg le nombre de loups que l'on devrait avoir en fonction des génotypes grand A, grand A, grand A, petit a et petit a, petit a. Et ici, c'est sur les 765 loups du parc, on a observé donc ces effectifs-là. Alors ici, on a bien toujours trois valeurs ici, on connaît le total, donc bien entendu, on n'aura que 2 degrés de liberté. Alors, on y va pour le test du Ki2, qui est en fait très rapide. On dit donc que le modèle de Hardy-Weinberg est valide. Donc, la population des loups obéit à l'équilibre d'Hardy-Weinberg et elle n'est soumise à aucune force évolutive. On fixe toujours notre risque d'erreur à 5%, par habitude toujours. Et après, donc, j'ai calculé ici la valeur de D. Donc ici, la valeur de D, on obtient 10,72. Ensuite, on détermine toujours notre nombre de degrés de liberté. On a 3 valeurs et on connaît le total, donc ça veut dire que la dernière valeur est liée. Et donc, il y a une liaison, et donc ça nous fait donc 2 degrés de liberté seulement. Ensuite, on regarde dans la table quelle est la valeur du Ki2. Donc on regarde dans la table, on est à 2 degrés de liberté, on est à 0,05%, on est donc à 5,99. Donc ici on est à 5,99. Et bien entendu, la valeur de D que l'on a trouvée est supérieure à, on avait dit 72, c'est supérieur à 5,99. Donc on va rejeter notre hypothèse de départ H0 au risque de 5%, c'est-à-dire que le modèle de Hardy-Weinberg n'est pas valide et donc il y a au moins que la population est soumise au moins à une force évolutive.